Donc déjà, merci à tous d'être venus, de vous être connectés. Donc le thème de ce webinaire, c'est sur les appels sur Wi-Fi, donc la technologie de voix sur Wi-Fi, et l'intérêt que la techno peut revêtir pour des problématiques de couverture indoor. Donc le but, c'est d'avoir une présentation un peu high level de cette technologie et de la placer dans un contexte un peu plus large, en comparatif d'autres technologies de renforcement de couverture, pour voir si c'est, entre guillemets, une solution miracle, ou tout du moins c'est une technologie intéressante. Alors, donc, je vais commencer. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps sur la présentation de l'entreprise, juste pour vous expliquer en 2 mots qui nous sommes. Donc Obone, on a un groupe de services, en technologie de l'information et de communication d'environnement professionnel. Donc on est une société qui fait environ 150 millions de chiffre d'affaires et qui a un portefeuille de solutions technologiques assez large, donc je ne vais pas détailler ici. En 2 mots, sur la partie couverture indoor, on a des expériences de différents, enfin, qui viennent de différentes gammes de produits qu'on peut avoir. On a un acteur du DAS, notamment du Distributed Antenna System, donc des infrastructures multi-opérateurs et multi-technologies, qu'on a déployées notamment dans des lieux publics, mais également dans des environnements professionnels, immeubles de grande hauteur, et cetera. Donc j'y reviendrai un peu. On est opérateur de réseau voix depuis plus de 10 ans, donc réseau voix radio, donc soit sur du DECT, soit sur du TETRA, soit sur du DMR, sur lesquels on a plusieurs milliers d'utilisateurs encore quotidiennement. Et on est également un gros acteur du Wi-Fi, dans des lieux publics ou dans des environnements professionnels. On gère à peu près 25 millions on a 25 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque année sur nos réseaux. Donc c'est au titre de ces différentes expériences qu'on a acquis un peu de connaissances sur le sujet de la couverture indoor, et on va essayer de synthétiser un peu tout ça dans cette présentation. Et pour ma part, je suis responsable de l'activité Wi-Fi pour Obone. Donc rapidement, pourquoi la communication indoor, le fait de pouvoir téléphoner à l'intérieur dans de bonnes conditions, c'est un enjeu et c'est un sujet, on va dire, à la mode. Le premier point, c'est que c'est un peu un lieu commun, mais en fait, on passe notre vie en indoor. Donc on a souvent un gros focus qui est fait, notamment sur la partie téléphonie mobile, sur la qualité de la couverture et du service en outdoor. C'est généralement là-dessus que se focalisent notamment les différentes études qui peuvent être faites par les régulateurs, par des indépendants, etc. Alors qu'en pratique, on passe quand même notre vie au bureau, à la maison, dans des lieux fermés, dans les transports, etc. Donc c'est de fait un enjeu important. Il y a un deuxième point qui est important, c'est que dans tout ce qui va être construction récente, et c'est principalement là qu'on voit les soucis de couverture indoor, on a des nouvelles normes au niveau bâtiment qui sont assez contraignantes, enfin, qui sont très bien d'un point de vue écologique, mais qui vont également avoir un certain impact sur les ondes, sur la partie radio. Donc finalement, ces technologies-là font qu'on peut se retrouver à livrer des bâtiments sur lesquels on a une couverture 2G, 3G, 4G qui est médiocre, alors qu'on est sur des lieux qui sont modernes et sur lesquels on aimerait plutôt avoir un bon niveau de qualité. Et puis un troisième point, qui est aussi un peu un lieu commun, c'est que au final, on s'est tellement habitué à pouvoir communiquer dans de bonnes conditions, à avoir notre smartphone tout le temps sur nous, que pouvoir se connecter, pouvoir téléphoner, c'est devenu aussi important qu'avoir l'eau potable. Et finalement, on a un niveau d'exigence qui devient tel de la part des collaborateurs et puis de la part de l'environnement professionnel, que ça devient quand même de plus en plus difficile de concevoir que dans un environnement pro, on puisse se poser la moindre question quand il s'agit de téléphoner ou d'avoir des usages visuels, etc. Donc tout ça fait que la communication indoor, c'est un sujet pour tous ceux qui n'ont pas la chance, en tout cas, d'avoir une couverture qui, de façon naturelle, est bonne dans leur environnement de travail. Et en plus, c'est une pratique qui est devenue complexe au fil des années, parce qu'on a une grosse hétérogénéité, à la fois dans les devices qui peuvent être utilisés pour communiquer. Donc on a évidemment des devices un peu traditionnels, mais qui sont encore beaucoup utilisés et qui ont une raison d'exister, qui sont des devices dédiés à la voix. Donc typiquement ce qu'on va avoir avec des téléphones DECT, avec des systèmes de radio, donc qui peuvent être en DMR ou en TETRA notamment, pour pouvoir communiquer. On utilise évidemment le téléphone mobile, qui de plus en plus,
qui majoritairement est du smartphone. On utilise potentiellement des laptops, des tablettes, des devices dédiés qu'on peut avoir dans les environnements professionnels. Et donc voilà, on a maintenant plein de devices possibles depuis lesquels on peut appeler. Et ça va occasionner une problématique, ne serait-ce que, évidemment, on peut pas être une carte SIM dans l'ensemble de ces devices. Donc il y a une hétérogénéité de solutions à trouver pour pouvoir répondre à ces différents usages. Un deuxième point aussi, c'est qu'on a finalement plein de réseaux différents. Donc, on va dire là où traditionnellement dans une entreprise, on avait son système de téléphonie fixe, qui pouvait être géré classiquement par un PBX. Aujourd'hui, on a toujours ce système. Ça a évolué progressivement vers l'une utilisation qui va être en Ethernet et en Wi-Fi dessus plutôt qu'en analogique. On a des réseaux DECT qui peuvent toujours exister. Et on a les réseaux mobiles et toutes les solutions d'optimisation de couverture à l'intérieur des bâtiments du réseau mobile. Donc là aussi, on n'a pas forcément besoin de toutes les technologies, mais ça influence la réflexion pour pouvoir trouver quel est le bon réseau pour quel usage. Et enfin, un dernier point, c'est l'hétérogénéité des services qui permettent finalement cette communication. Donc là aussi, traditionnellement, on avait un service voix, on va dire, qui va être délivré par un PBX. Ça a évolué progressivement vers du service de communication unifié, des acteurs comme Skype, comme Mytel, etc., qui permettent de grouper la voix dans une solution de collaboration beaucoup plus large, donc avec du chat, de la vidéo, du partage d'écran, etc., etc. Et donc ça, c'est une autre approche aussi à intégrer. On a les acteurs over the top plus du monde de l'Internet, donc que ce soit un WhatsApp, que ce soit un Skype en mode non enterprise, ou toute une série d'acteurs qui font que de plus en plus dans les usages, on n'utilise plus seulement notre 01, notre 06, mais on va utiliser toute une série d'outils de communication. Et évidemment, il y a les réseaux mobiles qui restent et qui sont amenés à rester probablement un peu le premier type de service qu'on va avoir et qu'on va utiliser naturellement, mais qui doivent cohabiter quand même avec les autres services. Donc tout ça, ça rend la problématique un peu complexe. Et c'est pour ça que la VO Wi-Fi n'est qu'une des solutions dans cet ensemble. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais juste, avant de rentrer dans le concret, faire une petite introduction sur le rapprochement, on va dire, entre le monde du Wi-Fi et le monde du mobile, qui sont traditionnellement de philosophies assez différentes. Parce que le Wi-Fi, c'est une techno qui est vraiment issue du monde, entre guillemets, des informaticiens, du monde IP, qui était destiné historiquement pour un usage data, et le mobile, c'est historiquement l'inverse. Enfin, quand je dis le mobile, je veux dire vraiment la techno GSM. C'est issu d'un monde radio, d'un monde télécom, et ça a été construit pour un usage voix, en mode circuit, donc vraiment dans des philosophies qui étaient opposées. Et en fait, au fil des années, et ça s'est accéléré ces dernières années, on a un rapprochement qui fait que de plus en plus, on va être amené à ne plus les voir comme des univers différents. Donc si on prend le Wi-Fi, assez tôt, le Wi-Fi a été identifié pour des usages temps réel, pour des usages de communication, des usages voix en particulier. Donc dès 2005, on avait des premières normes qui étaient développées qui permettaient d'améliorer la qualité de service et de faire passer en priorité des flux temps réel, ce qui, à l'époque, ne permettait pas le niveau de service que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça s'est beaucoup amélioré au fil des années, mais en tout cas, cette démarche est arrivée assez tôt. On a l'iPhone en 2007 qui finalement a été un événement assez important du point de vue aussi de l'usage du Wi-Fi et de la philosophie d'utilisation des téléphones, puisque pour rappel, le premier iPhone, c'était un terminal qui était Wi-Fi et qui n'était pas 3G. C'est-à-dire que le choix qui a été fait par Apple, c'était plus fondamental finalement d'avoir du Wi-Fi que d'avoir de la 3G à l'époque. Apple, c'est un acteur qui vient évidemment du monde de l'informatique, qui est devenu l'acteur de référence, on va dire, en tout cas après 2007, sur les usages mobiles, enfin sur les devices, mais qui a énormément impacté les usages. Et puis, pour encore marquer un peu le coup, on n'avait pas de MMS non plus sur l'iPhone. Il y avait vraiment une priorité qui était faite au monde, enfin, à l'usage Internet. Et donc là, ça a été vraiment un premier pied de nez aux opérateurs télécoms et l'incursion du monde de l'informatique dans des devices mobiles.
Petit à petit, ça a fait son chemin et nous, on va dire entre 2007 et 2014, on est passé dans les réseaux Wi-Fi publics qu'on opère à un usage qui était principalement laptop, à un usage qui est devenu principalement smartphone et un peu tablette. Et dès 2014, le laptop, finalement, ne représentait plus que 20 du trafic chez nous sur des Wi-Fi ouverts au public. Donc c'est devenu une techno intrinsèquement mobile et c'est devenu la techno universelle, puisque tout device communiquant ou presque est Wi-Fi. Si on reprend la partie, le monde du mobile, donc on est parti, comme je disais tout à l'heure, d'un usage qui était principalement voix. Alors il y a quelques services qui ont été développés comme le SMS. Il y a eu une tentative de faire de l'internet mobile, donc un internet un peu entre guillemets à part. Tout ça, c'est des choses où l'iPhone a commencé à changer un peu la donne, et puis en 2012, bon, on a un peu sonné glas de ce monde-là, finalement, parce qu'on a eu le lancement de Free qui a fait de l'illimité voix un principe de base, ou presque, chez les opérateurs mobiles. Donc la guerre, de coup, n'était plus sur la voix, mais était vraiment sur la partie de data. Donc c'est devenu l'élément un peu prépondérant. Et la fin, 2012, c'est aussi l'année où on a vu la fin de l'e-mode et de manière générale des technologies d'internet mobile. Donc là, c'est un peu, on va dire, pris acte du fait que non, l'internet, même sur des mobiles, ce serait l'internet normal, qu'on avait une convergence de ces deux mondes. Et donc les deux mondes se sont rapprochés. Et puis, donc pour revenir un peu sur la problématique, et je trouve que c'est un élément assez fort en fait de convergence entre les deux mondes. Finalement, c'est Apple qui a lancé la VO Wi-Fi dans l'iOS 8 en 2014, et donc qui permet finalement d'utiliser un réseau Wi-Fi pour l'ensemble des usages mobiles de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Donc ça a été implémenté dans iOS en 2014. Tout a suivi très vite d'un point de vue device. Les opérateurs américains ont lancé le service. Et finalement, en France, c'est plus récent, pour reboucler avec la partie française, qu'Orange a commencé à lancer le service en 2016, et c'est pleinement ouvert que maintenant, on va dire. Donc, qu'est-ce que la VO Wi-Fi au sens opérateur du terme? Pour paraphraser Orange dans la manière dont il le présente, c'est ce qui permet d'appeler grâce au réseau Wi-Fi. Donc, si je reprends leur baseline, donc ça c'est un extrait de leur site internet, où que vous soyez en France métropolitaine, chez vous ou à l'extérieur, profitez de la VO Wi-Fi pour émettre et recevoir des appels voix à partir d'un réseau Wi-Fi lorsque votre mobile ne capte aucun réseau mobile. Donc la manière dont les opérateurs l'ont intégré de manière générale, c'est de dire il y a des endroits qu'on n'arrive pas à couvrir, qui sont compliqués à couvrir, et quand ce réseau est défaillant, si vous êtes connecté en Wi-Fi avec votre smartphone, on pourra utiliser ce réseau Wi-Fi, mais finalement vous ne verrez pas la différence. Et c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Vous continuez à utiliser votre 06 ou votre 07, que ce soit pour des appels entrants ou des appels sortants. Vous vous connectez au Wi-Fi comme vous vous y connectez tous les jours de façon assez transparente, et c'est l'opérateur qui va choisir de dire est-ce que l'appel doit être acheminé en 2G, en 3G, en 4G ou en Wi-Fi. Donc ça permet de renforcer cette couverture-là avec un prérequis qui est quasiment que d'avoir un réseau Wi-Fi sur lequel se connecter. On verra après que c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc il y a quand même quelques limitations sur la techno. Il y en a principalement deux qui sont importantes, il y en a deux autres qui sont un peu plus mineures. La première, c'est que le roaming entre réseaux, donc le fait de poursuivre une communication entre un réseau et un autre, qui avec le Wi-Fi marche de façon assez partielle. Donc concrètement, ça veut dire que si vous commencez une communication en VO Wi-Fi et qu'ensuite vous perdez le Wi-Fi mais vous avez de la 4G, ça se passera bien. Si en revanche vous passez le Wi-Fi à la 2G ou à la 3G, la communication va être coupée. Donc ces mécanismes-là ne sont pas prévus. Donc on peut avoir des problématiques de coupure de communication qu'on va sortir concrètement d'une zone sur laquelle on fait de la VO Wi-Fi. Donc ça, c'est une limitation. Et il y en a une deuxième qui est très importante, c'est que c'est aujourd'hui ouvert que sur certains terminaux par les opérateurs mobiles. Donc concrètement, enfin, on le verra après, mais si vous n'avez pas un des terminaux Topstar, en tout cas dans les plus courants et plutôt plus haut de gamme, notamment chez Samsung ou Apple, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas bénéficier de la technologie à date. Donc les opérateurs sont en train d'ouvrir progressivement le service à certains terminaux. Après, quand on regarde des marchés qui sont un peu matures, un peu plus matures comme les US, on peut vraisemblablement imaginer que dans les 2 ans qui viennent, ça restera un service restreint à une certaine gamme de terminaux. Dans des restrictions un peu plus mineures,
mais qui sont quand même à prendre en compte. Aujourd'hui, le service il est ouvert principalement sur la voix, donc la partie SMS, MMS, n'est pas ouverte. Après la techno permet de le faire, et a priori les opérateurs vont progressivement ouvrir le service, aussi sur ces usages-là. Et puis un autre usage qui est, un autre point qui est important, mais à la rigueur ça sort un peu du alors c'est une logique commerciale qui s'explique assez facilement, c'est que le service est généralement ouvert uniquement, en domestique, c'est-à-dire en France métropolitaine, afin d'éviter qu'on puisse contourner, la politique, enfin les tarifications de roaming, des opérateurs mobiles. Donc pour revenir sur étayer un tout petit peu la partie prérequis, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut, que son opérateur le supporte, évidemment, et il faut avoir un terminal compatible. Donc aujourd'hui, on a Orange, SFR et Bouygues, qui ont tous les 3 officiellement ouvert le service. Donc aucun des 3 ne le facture séparément. Pour tous, c'est, une option soit activée, soit activable gratuitement, sur des forfaits illimités voix. Ça a été activé en B2C, en B2B, sauf chez Orange où pour l'instant c'est uniquement B2C. Il y a tout lieu de penser que ça viendra en B2B, également. Et aujourd'hui, les terminaux, c'est principalement Apple et Samsung, sur les terminaux, high range, côté Samsung uniquement. Donc les gammes, J, A et enfin, et cetera. Toutes les autres gammes ne sont pas couvertes. Donc c'est plutôt la gamme S, sur laquelle s'est focalisé Samsung. Il y a uniquement SFR pour l'instant qui fait exception sur la partie Apple. En revanche, ils ont ouvert le service sur un modèle côté Sony. Et il y a dans les prérequis un peu plus précis, il faut généralement avoir acheté le smartphone chez son opérateur pour, Samsung. Côté Apple, en revanche, c'est pas une problématique. Après, une fois que vous avez ce device, un terminal, enfin ce device et une offre compatible, le service le service est rendu de façon transparente. Donc sur les autres opérateurs, mais là on a 3 opérateurs qui représentent quasiment 90 du marché, donc Free et les MVNO, pour l'instant ils n'ont pas annoncé de lancement sur cette partie-là. Ensuite, il y a ça c'est le prérequis, d'un point de vue opérateur, c'est le prérequis pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a des prérequis pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que si vous avez un réseau Wi-Fi, qui vous ouvre un accès internet, ça marchera. Après, entre ça marche et ça marche bien, il y a une différence et c'est un peu dommage d'avoir un projet de VO Wi-Fi si ce n'est pas pour fournir un service de bonne qualité finalement à ses collaborateurs ou pour dégrader le service par rapport à ce qu'ils auraient déjà. Donc, d'un point de vue infrastructure, LAN, et Wi-Fi, ça c'est des valeurs un peu types, qu'on va avoir dans des dimensionnements, d'infrastructure. Quand vous êtes sur une config, de déploiement Wi-Fi dans des bureaux, dans l'industrie, vous allez généralement être en 10 bandes de fréquence, entre le 2,4 et le 5. Pour la VO Wi-Fi, il est quand même fortement conseillé d'être uniquement en 5 GHz, donc de couper une des bandes de fréquence. Donc ça, c'est plus une règle implémentée. Par contre, d'un point de vue infrastructure, ce qui va être un peu impactant et qui peut driver le fait de déployer plus de bornes quand on va faire de la VO Wi-Fi, c'est que les niveaux de RSSI, donc le niveau de signal, détecté par les devices des utilisateurs et le niveau de SNR, donc de signal sur bruit, donc qui est fonction également de l'environnement radio, vont être plus élevés, sur de la VO Wi-Fi pour que les communications se passent dans de bonnes conditions. Il y a aussi un enjeu de couverture, c'est-à-dire que souvent on a des infrastructures Wi-Fi qui vont être déployées dans des entreprises, qui vont, couvrir, soit des zones ciblées, soit qui vont couvrir, tout, mais de façon, à peu près, et sur lesquelles on va pas prévoir de couvrir, une cage d'escalier, ou, le coin vraiment, d'un bureau où on n'est pas censé travailler. Et à partir du moment où on est sur de la voix sur Wi-Fi, pour pas que la communication s'interrompe, en fait, c'est important d'arriver à couvrir vraiment 100 des lieux où peuvent être les utilisateurs avec un smartphone, sur les oreilles. Donc ça a des impacts aussi souvent et en général, nous, ce qu'on a pu constater sur des déploiements de VO Wi-Fi, c'est que par rapport à une infrastructure déjà déployée, on augmentait le nombre de bornes entre 20 et 100 si on est dans une config, où on était un peu lâche, on va dire, sur le nombre de bornes qui étaient déployées. Ensuite, il y a un certain nombre d'impacts aussi en termes de configuration. Il y a des bonnes pratiques, conformaliser les opérateurs mobiles, d'un côté et conformaliser aussi les constructeurs de bornes Wi-Fi et de LAN, de l'autre, enfin d'équipements LAN, sur notamment les flux, qui sont à ouvrir, des règles de priorité,
pour que les flux passent de façon prioritaire, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à faire si on veut que le service soit délivré dans de bonnes conditions. Après, ce travail-là, il n'est pas uniquement pour la VO Wi-Fi opérateur mobile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez fait, vous allez améliorer le niveau de service pour vos utilisateurs de manière générale, donc quel que soit l'usage en Wi-Fi, et notamment si vous utilisez des solutions collaboratives type Skype, ça va permettre aussi d'améliorer le service pour eux. C'est pas des règles, pour la grande majorité d'entre elles, qui sont spécifiques à la VO Wi-Fi opérateur. Alors, si on va un peu sur les alternatives, qu'on peut avoir sur la VO Wi-Fi, on en a listé principalement, 4, qui ont des approches, on va dire différentes, de la VO Wi-Fi. Donc la première, qui est une techno, qui maintenant est très mature, mais qui est encore très déployée et qui marche bien, c'est le DECT. Donc c'est un réseau qui est dédié, en tout cas pensé avant tout, voix, avec des terminaux dédiés. Et qui, sur des coûts opérationnels qui vont être maintenant relativement réduits, avec des durées de vie d'infrastructures qui sont élevées. Donc il reste une techno qui est très utilisée dans des environnements, type magasin ou des environnements pro, par exemple. Ensuite, on a, tout ce qui est téléphonie d'entreprise, donc les solutions, que ce soit du PBX ou que ce soit des solutions, un peu plus over the top, qui vont de plus en plus être des solutions collaboratives, qui vont, être utilisées, sur des terminaux fixes, dédiés, mais qui peut être utilisé avec une appli, sur un smartphone, qui peut être utilisé sur le laptop, sur un peu l'ensemble des devices, professionnels qu'on va avoir, et qui sont plutôt, en termes d'utilisation, utilisés avec des numéros fixes et un système, de répertoire d'entreprise. Ensuite, dans les technos qui sont poussés par les opérateurs mobiles, on a principalement 2 grosses familles, de technologies de renforcement de couverture indoor. La première, c'est le DAS, le Distributed Antenna System, donc qui est une technologie, qui peut accueillir des réseaux mobiles, mais qui peut accueillir aussi d'autres types de réseaux radio, typiquement du Tetra, et qui va permettre, d'avoir sur, un système, d'infrastructure d'antennes distribuées, de gérer, la partie radio, et de pouvoir délivrer des services de G3G, 4G qui peuvent être avec une même infrastructure entre différents opérateurs. Donc typiquement ce qu'on appelle le modèle, neutral host, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir mettre une infrastructure DAS, sur lesquelles les opérateurs mobiles pourront se raccorder, et là on va être sur un système qui est extrêmement optimal. Donc là on est vraiment sur le système le plus qualitatif, en termes de performance. Après, c'est des projets qui sont, par nature plus complexes à mettre en œuvre, et plus adaptés à des grandes surfaces que ne sont les autres, solutions, qui sont présentées ici. Et enfin, la dernière solution, ce qu'on a mis dans la famille un peu large des small cells, qui englobe techniquement différentes, solutions, donc des femtocells, des répéteurs, des nanos, des picots, etc. Ça, c'est toutes les solutions, qui sont aujourd'hui, commercialisées, et poussées par les opérateurs mobiles pour renforcer, la couverture dans des bureaux à l'occasion notamment, de la vente d'une flotte mobile. Donc ça, c'est des solutions qui, ont l'avantage d'être relativement simples à déployer et packagées par l'opérateur, qui vont avoir 2 gros défauts. La première, c'est d'être des solutions mono-opérateurs. Donc si vous voulez que votre service marche bien avec Orange, SFR, Bouygues et Free, vous allez déployer plusieurs infrastructures, qui vont être entre guillemets «concurrentes». Et c'est une technologie qui va être vraiment destinée à des surfaces, réduites, donc jusqu'à 10 000 m², sachant qu'en pratique, pour les opérateurs, le reste règle même beaucoup plus bas que 10 000 m². Donc c'est pas forcément des solutions scalables, à grande échelle. Donc si on fait un comparatif, mais je vais aller assez rapidement dessus, entre les 5 technos qu'on a évoquées, on se rend compte finalement qu'elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Donc il n'y a pas une techno, qui surpasse les autres. C'est juste en fonction de l'usage, du contexte, du budget, qu'on peut s'orienter vers telle ou plusieurs, de ces technologies. Donc déjà en termes de terminaux, typiquement de la VO Wi-Fi opérateur, c'est uniquement des smartphones, haut de gamme. Du DECT, vous allez avoir des terminals dédiés. Du DAS, vous allez avoir l'ensemble des terminaux, de G3G, 4G, qui peuvent exister. Donc ça, vous avez un parc, assez large, mais uniquement des terminaux mobiles. Small cell, c'est la même chose. Et de la VO Wi-Fi entreprise, là, vous allez adresser un parc, de terminaux qui va être l'ensemble des terminaux qu'utilisent vos collaborateurs au quotidien, y compris, des téléphones fixes, si c'est un usage qui est présent dans l'entreprise.
Vous allez avoir des identifiants qui est différents. Il y en a 3 de ces solutions qui sont, spécifiquement mobiles, donc sur lequel l'utilisateur il va conserver son 06, ou son 07, et ça va vraiment être son identifiant de base. Tandis que sur les autres solutions, on va être sur des choses entreprises où la base, c'est plutôt le répertoire d'entreprise, et éventuellement une sortie, donc avec un numéro fixe, traditionnel. On a des solutions, qui sont plus ou moins multi-opérateurs, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour la partie mobile, les small cells, c'est mono-opérateur par nature. Le DAS peut être multi-opérateur s'il est déployé comme tel, et la VO Wi-Fi, devient progressivement multi-opérateur. On peut vraisemblablement imaginer que dans un horizon d'1 an, ce soit ouvert sur les 3 gros opérateurs de façon, totale B2B, B2C. On a des coûts qui sont extrêmement différents d'une solution à l'autre. Schématiquement, on va avoir le DAS qui va être, largement plus cher que les autres, mais sur lequel par contre vous n'avez aucun impact en termes de coûts sur les terminaux, puisque vous pouvez utiliser les terminaux mobiles, des utilisateurs. Tandis que sur de la VO Wi-Fi opérateur, si ça devient une solution de couverture indoor, qui est vraiment utilisée dans les bureaux, vous allez avoir la problématique, que pour y accéder, il faut avoir des terminaux de gamme qui coûtent cher et finalement, dans certaines situations, quand vous regardez le coût de migration en termes de, d'équipements smartphone des populations concernées, ça peut, revenir au même que le coût d'infrastructure. Donc c'est des arbitrages à faire en fonction du nombre d'utilisateurs et des coûts d'infrastructure. Et sur la partie cybersécurité, sans trop s'arrêter, sur les solutions, enfin sur le détail, parce que on va dire les vulnérabilités respectives des technologies sont de nature un peu différente. Il y a un point qui est quand même intéressant sur les solutions qui impliquent des opérateurs mobiles, donc y compris la VO Wi-Fi, opérateur, c'est que les mécanismes de sécurité, notamment sur les technos récentes, c'est beaucoup moins vrai, pour la 2G ou pour la 3G, mais ça l'est pour la 4G et la VO Wi-Fi, sont quand même assez avancés, assez robustes, et en général le sont plus que, sur des technologies qui peuvent être faites par des indépendants, enfin notamment dans le monde des PBX, où il y a un certain nombre de vulnérabilités aussi qu'on peut trouver. Après, par nature, typiquement sur de la VO Wi-Fi, on reste sur des usages radio et il y a un certain nombre de vulnérabilités qu'on peut exploiter. On en a eu l'illustration, assez récemment, mais on reste sur des niveaux de sécurité qui sont intéressants. En conclusion, et je pense que j'ai peut-être dépassé les 20 minutes et du coup j'en suis désolé. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a pas mal de solutions de couverture indoor qui existent. Il n'y a pas une solution qui se dégage. C'est vraiment avoir en fonction du besoin, et des infrastructures, existantes, du niveau d'équipement, du niveau de service, des budgets et cetera qu'on peut avoir. Et c'est important d'avoir un peu cette ouverture et de regarder ces différentes solutions parce qu'on va souvent être, drivé par un acteur. Typiquement, ça peut être des opérateurs mobiles ou ça peut être des téléphonistes, qui vont avoir une seule typologie de solutions en tête, qui vont pousser cette solution sans forcément, les comparer à d'autres solutions. Et donc c'est là où ça peut être intéressant d'être accompagné. Là, je fais mes 10 secondes de promotion commerciale, de Hub One. On a une offre de consulting sur le sujet, pour pouvoir vous aider à comparer les différentes technologies en fonction de votre existant, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue économique, et principalement d'un point de vue fonctionnel et économique. Et donc c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Voilà, ben, je vais vous laisser poser, j'espère que j'ai été relativement clair. Je vais vous laisser poser des questions. Apparemment, il y en a déjà, donc je vais en prendre connaissance parce que je ne les voyais pas pour l'instant. Alors, du coup, effectivement, donc il y a une question sur le 802.11, AX. Non, j'ai pas du tout abordé les futures normes, techno, enfin même les normes, Wi-Fi, que ce soit de l'AC, de l'AD, de l'AX, et cetera. Qui, à mon avis, d'un point de vue voix sur Wi-Fi, c'est pas forcément le cœur de ces technologies-là. Donc c'est des technos qui apportent évidemment plus de débit et qui ont des avantages. Ça me semble pas être forcément structurant dans le cadre de cette problématique. Il y avait une question sur Bouygues. Est-ce que c'est une question?
Bouygues, qui est quelque part aussi un spécialiste du béton, dit que des fréquences autour de 700 MHz passent mieux, mais effectivement les bandes Wi-Fi sont au-dessus. Maintenant des fréquences plus basses passent mieux le béton. Oui, c'est vrai. Effectivement, là, les technos Wi-Fi aujourd'hui, c'est du 2,4 et du 5. Il y a du 2,4 et du 5 GHz, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt conseillé, vu l'usage très important qui est fait du 2,4 par rapport aux canaux qui sont affectés. C'est plus intéressant d'être en 5 GHz. Et effectivement, c'est une technologie qui intrinsèquement va avoir plus de mal que des fréquences plus basses. Après, on est sur de la couverture indoor, donc avec des émetteurs et des récepteurs qui sont en indoor. Donc c'est une techno qui est quand même adaptée. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je vois pas. Alors la coopération de la VO Wi-Fi avec la VO LTE, OK, il y a plusieurs questions là qui arrivent du coup. Sur la VoWiFi et VoLTE, en fait, c'est assez lié, d'un point de vue technologique. Déjà fondamentalement, c'est les mêmes principes, c'est-à-dire que la VoLTE, ça a été, le grand passage, des opérateurs mobiles, à de l'IP, depuis le terminal, y compris pour de la voix. Donc la voix est devenue, finalement un applicatif, tournant sur de l'IP et plus le fondement, on va dire, de la techno. Aujourd'hui, effectivement, typiquement, les opérateurs mobiles vont avoir tendance, à valider les terminaux à la fois en VO Wi-Fi et VoLTE parce que c'est vraiment une logique technologique qui est proche. Donc c'est pour ça que je l'avais évoqué, parce que c'est vraiment des problématiques qui sont traitées de façon conjointe. D'un point de vue consommation de bande passante, c'est, de l'ordre, alors ça dépend des opérateurs, mais l'ordre de grandeur, ça va être, 50 kilobits par seconde par communication. Donc ça reste quelque chose qui est assez, sauf si vous êtes dans un environnement très restreint, d'un point de vue WAN par exemple, ça reste quand même quelque chose qui est assez modeste en termes d'usage. Mais l'enjeu n'est pas tant d'arriver à cheminer ce trafic que l'acheminer en temps réel, et très rapidement. Alors LiFi, aujourd'hui c'est une techno qui est quand même, une techno qui est intéressante, de pas mal de points de vue, qui est moins mature, qui est moins opérationnelle aujourd'hui que le Wi-Fi, ne serait-ce qu'en termes de compatibilité d'équipement. Donc, c'est pas exclu effectivement que dans les années qui viennent, ça puisse être une techno utilisée dans ce type d'usage. Après aujourd'hui, on n'est pas sur des solutions qui sont opérationnelles pour, un usage, voix opérateur. Ah. Alors sur le LTE-U, j'ai pas d'infos spécifiques, mais heu, j'ai hésité à en parler tout à l'heure, mais je voulais rester un peu synthétique. Heu, c'est vrai que dans les problématiques, qu'on a aujourd'hui de rapprochement entre le Wi-Fi et le monde mobile, heu, aujourd'hui on a ce premier pas, qui est fait, mais c'est vrai que quand on regarde les développements, et les normes futures, dessus, on va aller, probablement encore beaucoup plus loin et il y a de vraies velléités des opérateurs mobiles d'occuper la bande 5 GHz, qui est une bande très intéressante et qui a l'avantage d'être gratuite, en termes d'utilisation. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu un débat, on va dire, pour pour garder un terme, positif, entre, est-ce que finalement sur cette techno, 5 GHz, on va avoir du Wi-Fi? Est-ce qu'on va avoir des technos qui sont intrinsèquement, LTE? Est-ce qu'on va avoir une conjonction entre les 2? Donc c'est vrai qu'on voit pas mal d'initiatives entre le LTU, le LA, le LWA, le Multifire, et cetera. Donc c'est probablement des choses qui rentreront dans la réflexion demain et il est probable aussi que les infrastructures, qu'on déploiera dans quelques années, ce ne sera pas uniquement des bornes Wi-Fi, mais ce sera des bornes Wi-Fi et d'autres technologies, plus adaptées, mieux acceptées probablement par le monde des opérateurs mobiles.
Existe-t-il des contraintes sur des sites raccordés en VSAT MPLS et utilisant en interne du Wi-Fi? Je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait des problématiques de latence. Alors je sais pas, à quel niveau en sont les en est le VSAT. J'ai plutôt des souvenirs qui datent, pour être très franc, d'il y a quelques années. Je me souviens que sur la partie voix, ça posait quand même une problématique en termes de latence. Après, dans l'absolu, c'est indépendamment enfin la partie, VO Wi-Fi est indépendante du backhaul. Donc on peut avoir n'importe quel type de backhaul. Si les performances en termes de débit et latence sont bonnes, la techno doit fonctionner. OK, est-ce que j'avais raté d'autres questions? Alors il y avait pardon, bonjour, comment faire pour télécharger votre, présentation? Je s Elle est en ligne, elle sera mise en ligne, après. Les dernières normes Wi-Fi sont en oui, il y avait des questions que j'avais ratées avant, pardon. Les dernières normes Wi-Fi sont en 5 GHz, donc ce n'est pas surprenant. Pour moi, le 5 GHz pénètre mieux les obstacles, mais porte moins loin que le 2.4, effectivement. Prix des bornes, alors après les bornes Wi-Fi, on a un peu tous les on a un peu tous les prix. On va dire que schématiquement sur des bornes, entreprises, selon les volumes et selon les constructeurs, on va aller de 100 à quelques centaines d'euros pour des bornes indoor. Après vous allez avoir on va dire des niveaux de performance, qui vont être, différents. En tout cas, c'est pas des bornes spécifiques, pour la VO Wi-Fi. Donc les bornes Wi-Fi qu'on utilise aujourd'hui sur les entreprises, sont tout à fait adaptées, à traiter de la VO Wi-Fi. Une question sur le lien internet, de la société. Est-il impacté? Qualité nécessaire? Donc oui, il y a un impact en termes, de charge. Donc ça se calcule et ça s'anticipe, hein, en fonction du nombre de connexions simultanées. Après, dans la plupart des configurations, normalement, le lien, il est, suffisamment dimensionné, parce que ça va pas forcément avoir un impact gigantesque en termes de débit. En revanche, ce qui est important, c'est, de pouvoir assurer la priorisation de bout en bout, sur l'infrastructure Wi-Fi, sur le LAN, et éventuellement sur la partie internet, pour que, ces flux soient traités de façon prioritaire. Alors pourquoi choisir la bande 5 GHz? En fait, la problématique sur la bande 5 GHz, c'est un peu une des problématiques historiques du Wi-Fi, c'est que le 2,4 GHz, il est très restreint. Vous avez que 3 canaux, enfin vous pouvez utiliser que 3 canaux sans qu'ils s'overlappent, entre eux. Donc en fait, ça donne une capacité qui est quand même assez réduite, et en plus de ça, le 2,4, c'est une techno qui est utilisée, par d'autres, enfin c'est une bande de fréquence utilisée par d'autres technologies comme le Bluetooth, par exemple. Et c'est des micro-ondes. Donc effectivement, le 2.4, on est dans la plupart des environnements, un peu denses, dans une situation de saturation, et on constate de manière générale que les performances, elles sont bien meilleures en 5 GHz qu'en 2.4. La problématique, c'est qu'on a encore des devices, qui sont pas compatibles avec le 5 GHz. Donc typiquement, dans des lieux publics, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a à peu près 10. Donc souvent, on garde quand même le 2.4 pour des raisons de compatibilité, même si les performances sont moindres. OK, bah, a priori, je pense qu'on a dû traiter l'ensemble des questions. De toute façon, vous avez mes coordonnées sur la dernière slide de cette présentation. Hésitez pas à nous contacter, si vous voulez prolonger un peu l'échange. On sera ravis de le faire évidemment. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté au webinaire. J'espère que c'était clair, et puis passez une très bonne journée. Merci.